Bonjour tout le monde, pour cette 13e émission de l'année, nous recevons tout d'abord pour un plat du jour très croustillant, Mathieu qui va nous parler du tout nouveau livre de Jean-Claude Mourleva, Silhouette. Puis, Jessie présentera un tout nouveau manga dans sa rubrique préférée, Sushi. Et pour finir l'émission, Hélène et moi, nous avons choisi plusieurs livres pour le service express du mois de février. Et votre JT préféré commence tout de suite avec le plat du jour. Mathieu est là sur le plateau et va nous parler de Silhouette, le nouveau livre de Jean-Claude Mourleva que l'on attendait impatiemment depuis la sortie de Terrienne en janvier 2011. Bonjour. Aujourd'hui, ma chronique s'annonce palpitante car je vais vous présenter le dernier titre de Jean-Claude Mourleva, très célèbre auteur français de La rivière à l'envers, du combat d'hiver ou encore de Terrienne. Son dernier ouvrage, intitulé Silhouette, édité chez Gallimard dans la collection Scripto, est totalement inattendu, que ce soit sur le thème ou le genre qu'il a choisi. En effet, ce dernier n'est autre qu'un recueil de 10 nouvelles à chute dans le domaine de la vie quotidienne. Ceci est effectivement très étonnant car cet auteur est connu pour ses prouesses en matière de fantastique et de merveilleux. Et ici, on est vraiment très loin du compte. En fan de La rivière à l'envers, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'ouvrage. Des nouvelles? Étonnant. Peux-tu nous en raconter quelques-unes? Revenons donc à ces nouvelles. Chacune démarre sur une petite histoire banale de la vie de tous les jours, où chaque personnage principal subit une petite aventure. Je vais donc vous présenter les 3 premières sur les 10 que contient le recueil. La première nouvelle, qui donne son titre au recueil, débute avec Pauline Deswinkers, une grande fan de Pierre Birabet, un très grand acteur français. Un jour, en lisant un article de journal, mis en valeur sur toute la première page, elle lit que Pierre Birabet est en tournage au mois de mai pour un long métrage réalisé par Sophie Klein. Et bien sûr, cela se passe dans la même ville où vit Pauline, à Saint-Étienne. C'est une grande joie pour elle, surtout qu'elle apprend peu après que la production cherche des candidates pour le rôle d'une silhouette, c'est-à-dire passer juste un instant dans le film sans dire aucun dialogue. C'est une chance inespérée pour elle, de rencontrer enfin celui qui est son idole depuis ses 15 ans. Comme elle pense avoir les critères recherchés, elle se présente une semaine après. Elle reçoit une lettre lui annonçant qu'elle est prise, ce qui la rend la plus heureuse des femmes. Après un entretien avec le responsable de recrutement, on lui dit qu'elle tournera finalement une scène avec celui qu'elle convoite bien qu'elle soit mariée, Pierre Birabet. Elle va donc à l'horaire et l'endroit prévus pour le tournage et doit prendre une pause en chemisier avec Pierre dans le même lit. Le tournage se passe très bien. Elle fait très bien ce qu'on lui dit. Elle se tourne vers Pierre dans le lit et lui sourit. Elle attend le film avec impatience. La deuxième petite histoire s'intitule Casse départ où l'on rencontre Guillaume, un jeune de 14 ans qui en a marre de la même rengaine à chaque grande vacances, c'est-à-dire de partir à la Tranche-sur-Mer en Vendée. Cette année, Guillaume pense être assez grand pour passer des vacances seul, ou du moins disons qu'il en a marre de partir avec ses parents, et veut donc aller en colonie de vacances avec des jeunes de son âge. Après 3 jours enfermé dans sa chambre, sans manger ou aller en cours, il réussit à les persuader. Il part donc en colonie, mais avant il ne doit rien oublier car ses parents sont partis avant lui, et il a l'entière responsabilité d'éteindre toutes les lumières, préparer le manger du chat, tout bien fermer et tout ranger pour que chaque chose soit à sa place, etc. Après avoir fait exactement ce qu'il y a sur la liste de tâches, qu'il a vraiment tout bien vérifié plusieurs fois, il part enfin pour le voyage tant attendu. Celui-ci débute bien et il ne s'ennuie pas trop dans le car, mais c'est à la moitié du chemin qu'il se rend compte de quelque chose. Il pense avoir enfermé le chat dans sa chambre. Il en est même certain et se dit bien que son chat ne tiendra jamais 2 semaines sans manger. Enfin, je vais vous présenter la 3e nouvelle. On découvre Monsieur Duc dans cette histoire intitulée Pardon. Monsieur Duc a le même médecin depuis 30 ans, Monsieur Barrère, et il lui est très fidèle. Seulement un jour, son docteur lui apprend qu'il n'a plus quelques mois à vivre. Cette nouvelle ne le scandalise pas pour autant, et sa femme veut lui faire un cadeau qu'il n'oubliera jamais. Il décide donc de se faire pardonner de toutes les fautes qu'il a pu commettre dans sa vie. Il se souvient de plusieurs, mais une en particulier, un ancien camarade de régiment, Monsieur L'Herbier, qui s'était fait taper par le groupe car il était en souffre-douleur. Monsieur Duc voulait l'aider, mais Monsieur L'Herbier a cru qu'il voulait lui aussi lui causer des dommages.
Il le retrouve pour lui parler et se fait pardonner. Tout se passe très bien et l'herbier ne semble pas avoir de rancune à ce sujet et ne veut même pas en parler. Je ne m'attendais pas à ça de la part de Jean-Claude Morleva. Ça a l'air de t'avoir plu. J'ai vraiment apprécié la lecture de ce recueil de nouvelles. Tout d'abord, il est très simple à lire et rapide. Cela plaira évidemment à tous ceux qui n'aiment pas particulièrement la lecture. Par contre, il s'adresse par les sujets traités à de grands adolescents. De plus, ce qui est particulièrement réussi, ce sont les chutes de ces nouvelles. Je ne peux pas vous parler exactement de la fin de ces nouvelles, mais la chute tombe toujours lorsqu'on s'y attend le moins. Cela finit toujours mal, et donc cela donne une touche de macabre au livre, ce qui fait pourtant tout son charme. En effet, chaque fin est inattendue, et aucune de ces histoires ne s'achève bien. Et cette sensation où l'on pense que tout va s'arranger ne survient pas. Je peux également dire que les nouvelles tournent autour d'un même thème. Le personnage ne peut riposter face à cette violence, et donc la terreur que peut provoquer l'être humain. Dans chaque nouvelle, on retrouve le même contexte, c'est-à-dire, dans la première histoire, on voit la discrimination envers une femme qui a quelques défauts physiques. Il critique donc la beauté. Dans la deuxième nouvelle, on comprend que l'auteur veut montrer l'incapacité d'un adolescent face à un adulte et la malveillance de certaines personnes dans ce monde. Et dans la troisième histoire, il parle de la vengeance, la haine qui peut rester dans des dizaines d'années. Cela pourrait paraître inintéressant, mais cela laisse à réfléchir sur la cruauté de la vie. Je peux également vous dire que certaines m'ont paru meilleures ou plus macabres que d'autres. Par exemple, j'ai beaucoup aimé la deuxième, car elle était plus qu'inattendue. Ces nouvelles, classées dans la littérature jeunesse, ne sont pas dédiées à un jeune public, mais peuvent toucher n'importe quelle personne, et cela peut faire découvrir les nouvelles à ceux qui ne connaissent pas ce genre. Bien que ce recueil soit très intéressant, nous ne sommes pas encore rassasiés et nous attendons tous avec impatience le prochain roman de cet auteur prestigieux. C'est donc avec enthousiasme que je vous conseille vivement de lire le dernier titre de Jean-Claude Morleva pour son originalité, son côté très noir et son humour caustique. Jessid vient d'arriver pour nous présenter, devinez quoi, un manga évidemment. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terraformar, un manga scénarisé par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana. Ce dessinateur n'est pas à son premier manga, c'est lui qui a dessiné L'affaire Sugaya, à découvrir chez Delcourt. Ce manga est édité chez Kazé. Il est à classer dans la catégorie Seinen. Au Japon, ils sont déjà au 4e volume, alors qu'en France, nous n'avons eu le droit qu'au premier tome, paru le 30 janvier 2013. Il fait partie du peu de mangas de science-fiction parus chez nous, mais il est à découvrir absolument. Vous allez vous en rendre compte. Le même dessinateur que l'affaire Sugaya, mais pas du tout le même genre. Dis-nous en plus. Au début de l'histoire, nous découvrons un groupe de jeunes astronautes dans le Bug 2, un vaisseau spatial en direction de Mars. Les humains tentent, en effet, de rendre cette planète habitable et surtout de rendre son atmosphère respirable. En effet, sur Terre, la population ne cesse de croître, entraînant des déséquilibres mondiaux importants, qu'ils soient environnementaux ou énergétiques. Pour réussir cette terraformation, les humains ont utilisé des cafards qui, grâce à une réaction chimique, devraient permettre d'arriver à ce résultat. Ces astronautes doivent également comprendre ce qu'il est arrivé à un groupe précédent envoyé quelques années plus tôt. Leur mission est d'exterminer les cafards envoyés sur Mars pour essayer de rendre définitivement cette planète habitable par l'homme. Dans ce groupe de 15 jeunes adultes sont présents des personnes de différentes nationalités car il s'agit d'un projet international. Une fois arrivés à destination, ils se séparent pour trouver les cafards qui doivent être morts grâce à l'insecticide, le Mars Red Pro, pulvérisé depuis la fusée, qui sont cachés quelque part sur la planète. Dans ce cas, leur travail sera évidemment de les tuer. Le groupe constitué de Tin et Maria tombe sur un groupe de 3 géants qu'ils pensent être des aliens. Surpris, ils préfèrent se cacher face à ceux qu'ils prennent pour des martiens. Mais en regardant plus précisément, ils remarquent que ces créatures ont des antennes et des cerques. Ils en déduisent que ce sont des cafards, mais qui ont fortement évolué. Au même moment, le groupe constitué de 2 japonais, Shokichi et Nanao, découvre un seul de ces êtres. La fille essaye de lui parler car elle pense que tout problème peut se régler par la parole. Mais elle se fait littéralement arracher la tête juste d'un coup de main du cafard qui a une force inhumaine. Fou de rage de voir son ami tué sous ses yeux, Shokichi veut se venger. Il est heureusement retenu par un autre groupe venu à son aide.
Devant ces 3 humains, le cafard préfère battre en retraite. Mais ce n'est que le début de l'horreur pour ce groupe d'astronautes aux capacités particulières. Eh bien, ça a l'air d'être sanglant, et même violent. Te connaissant, je suppose que ça t'a plu. Le manga Terraformars fait partie des meilleurs mangas que j'ai lus grâce à de très bons dessins et un scénario plus original. Tout d'abord, je vous avertis que ce manga est un seinen, c'est-à-dire un manga pour des adultes. De plus, il est très violent et surtout très gore. Les scènes où l'on voit des têtes coupées ou encore des membres arrachés sont nombreuses. La lecture de ce manga est donc évidemment à conseiller à un public averti, voire très averti. Ce titre est l'un des plus gore que je n'ai jamais lu. Parlons maintenant de mes impressions sur ce manga. Premier point positif, je suis content qu'un titre comme Terraformars soit paru en France, car il n'existe pas beaucoup de mangas de science-fiction. En tout cas, je n'ai pas d'autres titres en tête lorsque l'on parle de mangas de science-fiction. Le fait qu'un manga comme celui-là soit édité en France me fait espérer que ce n'est que le commencement d'une longue série de titres. Ensuite, le deuxième point positif, c'est évidemment le thème, la colonisation d'autres planètes. Les humains essayent de rendre Mars habitable. Cela nous donne à penser que la vie sur Terre s'est détériorée petit à petit, comme cela pourrait être le cas d'ici quelques années si rien ne change sur Terre. Puis, le fait d'envoyer des cafards sur une planète pour essayer de la rendre habitable est très étrange, même si cela est étayé par des explications scientifiques. En effet, rien que la pensée que des petites bêtes comme un cafard puissent changer une planète avec aucune présence d'eau, de plantes ou encore d'oxygène, cela est très dur à croire. Je pense que l'évolution des cafards sur Mars est un moyen pour l'auteur de nous rappeler que comme les cafards, nous étions réduits à l'état d'animal, de simples singes pour devenir ce que l'on est aujourd'hui. Le fait que l'évolution de ces insectes se fasse plus rapidement à cause de la chaleur sur Mars paraît pourtant énigmatique. Par contre, en ce qui concerne les personnages, on a bien du mal à s'identifier à eux. Ils disparaissent les uns après les autres sans que l'on ait pu s'attacher à eux. Seul Shokichi pourrait être considéré comme le héros. On découvre quelques informations sur sa vie qui nous le rendent sympathique. De plus, voir son ami d'enfance se faire tuer accentue ce sentiment. Pour finir, je vais vous parler des dessins réalisés par le dessinateur de l'affaire Sugaya, qui sont pour moi tout à fait splendides. Les personnages sont tous différents et facilement reconnaissables. Il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux. Mais ce sont surtout les scènes d'action et de combat contre les cafards mutants qui sont particulièrement réussies et dynamisent ce manga de science-fiction que je vous conseille de découvrir. En tout cas, Terraformars doit faire partie de toute mangatech qui se respecte. Et pour finir cette émission, Hélène et moi allons vous parler de quelques livres qui ont retenu notre attention parmi les sorties du mois de février. Eh bien Hélène, je te laisse présenter ton premier livre pour le Service Express. Bonjour à tous. Le premier livre que j'ai choisi pour cette rubrique est le nouveau Time Rider. Il s'agit du 4e tome publié chez Nathan. Je vous rappelle que nous avions rencontré Alex Caro au Salon du Livre de Montreuil pour le JT numéro 6. Pour tous ceux qui ne connaissent pas cette série de science-fiction sur les voyages dans le temps, vous l'aurez compris grâce au titre, voici ce qu'elle raconte. Liam aurait dû mourir en mer en 1912 à bord du Titanic, Maddie d'un accident d'avion en 2010 et Sal dans un incendie en 2026. Mais un mystérieux homme les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont des Time Riders. Leur mission, empêcher que les voyages dans le temps ne modifient l'histoire. Or, dans ce 4e tome, un nouveau bouleversement survient dans le cours du temps. Abraham Lincoln disparaît subitement de l'histoire. Maddie, Liam et Sal doivent le retrouver de toute urgence car en son absence, la guerre de sécession ne s'est pas déroulée comme prévu. Et toi Tristan, qu'as-tu choisi pour commencer ? Pour commencer, j'ai sélectionné Cherub 14, le nouveau roman de Robert Moshammer que j'attendais avec impatience, étant un grand fan de la série. Celle-ci continue avec le nouveau héros, Ryan, qui est le remplaçant de James depuis le 13e volume. Le 14e tome se nomme L'Ange Gardien et est publié chez Casterman. En voici un petit résumé. Pour échapper aux tueurs lancés à ses trousses, Ethan a dû rejoindre le clan Amarov au Kyrgyzstan. Cloîtré dans la base d'où sa grand-mère et son oncle mènent leur opération criminelle, seul Internet lui permet de communiquer avec Ryan, le garçon qui, par 2 fois, lui a sauvé la vie. Il ignore encore que son ange gardien est un agent de Cherub chargé de démanteler l'organisation mafieuse dont il est héritier. Quant à toi Hélène, peux-tu nous présenter ton second titre ? Comme 2e titre, j'ai choisi un roman qui s'annonce passionnant. Il s'intitule Chasseur d'âmes et c'est la nouvelle série d'Alison Noël à qui on doit notamment la superbe série Éternelle, aussi publiée chez Michel Lafon. En voici le résumé pour tenter de vous mettre l'eau à la bouche.
Pour Augustus Kane, le chasseur d'âmes ramené à un riche planteur de Virginie, une belle esclave métisse enfuie, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent et de pouvoir abandonner la peu honorable profession de chasseur de primes. Pour la fière et farouche Rosetta, rejoindre le Nord en échappant à un maître cruel et pervers, c'est l'espoir de conquérir sa liberté. Odyssée sauvage à travers les États-Unis à la veille de la guerre de sécession, déchirante histoire d'amour. Le chasseur d'âmes explore avec une profonde humanité la rencontre des deux destins que tout oppose sur la toile d'un fond du drame de l'esclavage. À ton tour, Tristan, que nous as-tu réservé pour achever ce service express en beauté? Eh bien, je vais vous parler du Voyage des âmes perdues, le 2e tome de la série Les Illumières de Neil Shusterman, l'auteur des Fragmentés, aux éditions du Masque. Celle-ci est passée relativement inaperçue après un premier volume intitulé L'Éternéant. Lieu surnaturel où errent les enfants entre la vie et la mort, l'Éternéant est régi par des codes bien précis. À l'origine de ces règles, on trouve Marie Tour Céleste, reine autoproclamée des limbes de l'Éternéant. Avec l'arrivée de Nick et Ali, cet ordre si durement acquis est mis en péril. Nick, l'ogre chocolat, a fait sa mission d'aider les âmes perdues à rejoindre la lumière. Pour l'en empêcher, Marie a réquisitionné la mémoire d'un ancien ballon dirigeable et sème sa propagande dans le ciel de l'Éternéant. Où cette guerre peut-elle les conduire, dans un lieu où le temps s'est arrêté à jamais, où le futur s'écrit dans des biscuits chinois, où les enfants oublient peu à peu leur nom et leurs traits? Tous ces livres ont l'air intéressants. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix dans notre petite sélection. Bon, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous après des vacances bien méritées pour une nouvelle émission avec 2 titres passionnants, le nouveau Michel Honecker et la série Starteuse, mais aussi Léo qui a raté sa tentative d'assassinat. Et la vengeance est un plat qui se mange froid. Bon, eh bien, au revoir et bonne lecture à tous. Car je vais vous présenter le dernier titre de Jean-Claude Morleva, très célèbre. Oula. En lisant un article de journal mis en valeur sur toute la première page, elle dit que cette année, Guillaume pense pour être fou. Cela plaidera évidemment. Ça plaira. Mais la chute tombe toujours lorsqu'il s'en y a. Bonjour. Ethan a dû rejoindre le clan Amarov au Kyrgyzstan. Volume.